Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'Info du Vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 1h30 d'actualité en direct sur Canal+. Émission intitulée ce soir « Au nom du vert ». On les avait presque oubliés. Les 150 citoyens de la Convention sur le climat nous ont donc rendu leur copie. Et maintenant, c'est à Emmanuel Macron de se dépatouiller avec ces mêmes propositions. La seconde partie de l'émission sera d'ailleurs intitulée « Macron, le piège vert ». Nous allons détailler leur travail alors qu'on s'interroge sur la possibilité d'un référendum allant du 110 km/h sur nos autoroutes à la création d'un crime d'écocide. Mais d'abord, qui sont-ils, ces Français qui décident de notre avenir écologique? Je pose la question à nos spécialistes dans un instant, mais tout de suite notre premier reportage. Ils sont donc 150 citoyens tirés au sort sur des listes téléphoniques. Dans un sondage, on parlerait de panel représentatif de la population. Ségolène Chaplin. Les portraits des 150 citoyens qui ont participé à la Convention ont été immortalisés par l'artiste JR. Affichés sur la façade du Palais d'Iéna, siège du Conseil économique et social, où se sont déroulées leurs rencontres. Moi, je crois d'abord dans le référendum et l'expression populaire. C'est aussi pour ça que je crois dans le débat. L'idée de la Convention citoyenne a émergé du grand débat national. Le président, à l'époque, cherchait à donner des gages aux Français après la crise des Gilets jaunes. On a beaucoup de solutions, je l'ai souvent dit, mais elles sont souvent trop complexes pour nos concitoyens, pas utilisées, peu connues, peu adaptées. C'est pourquoi la Convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin aura pour première mission de travailler sur ce sujet. Ce qui sortira de cette Convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Je vous appelle à propos de la Convention citoyenne pour le climat. Ces 150 citoyens ont été tirés au sort au mois d'août. Votre numéro est tiré au sort et il s'agirait de savoir si ça vous intéresserait de participer à cette convention. À la fin, la sélection devait représenter un échantillon fidèle de la population française. Cette convention citoyenne, c'est pas juste 150 citoyens. C'est toute la France qui a à s'en emparer. Et pour ça, le premier levier pour que toute cette France s'en empare, eh bien, c'est que chacun se sente représenté, ou en tout cas que cette convention citoyenne soit bien à son image. Nous aurons bien cette petite France, de manière à ce que chacun puisse se reconnaître. Une petite France dont on connaît précisément les caractéristiques. Parmi les 150, on trouve légèrement plus de femmes que d'hommes. Leur situation géographique est fidèle à la répartition de la population française. Ils ont été sélectionnés également en fonction de leur niveau de diplôme. 26% n'étaient pas diplômés ou avaient juste leur brevet. Dernier critère, leur catégorie socio-professionnelle. Un panel représentatif des ouvriers au cadre supérieur. Laurent Michel, vous êtes le directeur général de l'énergie et du climat au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et pour chaque sujet, des experts sont venus informer les 150. Donc on a, par exemple, au niveau européen, la réglementation qui encadre les émissions de CO2 des véhicules neufs. Car les questions abordées sont techniques. Le numérique produit de 3 à 5% de CO2, et on sait que ça va doubler d'ici 5 années. D'ici les Parlez bien devant le micro. D'ici les 5 prochaines années. J'ai l'impression que ça fait un coup. Et il y avait des sujets qui fâchent. Il y a toujours parmi certains participants une peur de se faire manipuler et par rapport à tout ce qui est la taxe carbone. Là, il va y avoir du dissensus au niveau des participants. Les 150 citoyens ne veulent pas en rester là. Ils ont donc créé une association, les 150, pour assurer le suivi de leurs mesures. Et avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Olivier Babot, qui est économiste, président fondateur de l'Institut Sapiens. Vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux et on retrouve demain votre tribune dans le Figaro Vox. Elle est intitulée « La Convention citoyenne entre impasse et coupe-gorge ». Guylaine Ottenemer est-elle rédactrice en chef au magazine Challenge. Votre dernier numéro proposé en une, l'écologie qui marche. Et ce soir sur le site challenge.fr, cet article « Convention citoyenne, un modèle de bien-pensance ». Raphaël Legendre est lui journaliste économique au quotidien L'Opinion. Une ce matin, Oxfam, les dessous d'une super
supercherie est cet article sur l'opinion.fr. Convention citoyenne, la balle dans le camp d'Emmanuel Macron. Enfin, Éric de Caumont est avocat au barreau de Paris. Vous présidez par ailleurs l'association des avocats de l'automobile. Comment ça a fonctionné cette histoire? Parce que je pense qu'on les a totalement oubliés parce qu'on était dans notre période de Covid-19. Pendant ce temps-là, ça turbinait gentiment de leur côté. Ils voyaient du monde, ils écoutaient des gens. Ils avaient peur de se faire manipuler. Enfin, bref, comment vous percevez leur travail de façon plus générale? Guylaine Ottenemer. D'une manière générale, ils ont été opiniâtres. Ils ont produit quand même 600 pages, 150 propositions. Je trouve quand même que c'est trop. Il y aurait eu 10 choses chocs, bien argumentées, comment c'est financé, comment on fait la loi, qui ça s'applique. Bon, là, il y a un peu toutes les idées qui traînent un peu partout, avec des grands trous noirs. On ne parle pas du nucléaire, on ne parle pas de l'hydrogène, on ne parle pas de la captation de carbone, on ne parle pas de la filière bois, qui est pourtant essentielle pour faire des... Vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire, là? On ne parle pas des solutions, donc. Voilà, des choses concrètes. Oui. On est toujours parce qu'on est toujours en France dans les grandes messes. Et dans les grandes... C'est vraiment dans la ligne de Hulot, le Grenelle de l'environnement, le pacte qu'il a fait signer. Alors on va faire moins de CO2 en 2000, je ne sais pas combien, il y aura 10% de plus et de moins, puis il y aura une taxe, il fera qu'il y a 4%. Voilà, on construit des trucs comme ça, mais les choses... Mais vous flinguez leur travail, là, directement? Non, je ne flingue pas leur travail parce que... J'essaie de savoir. Je ne flingue pas leur travail. Je dis que simplement, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort dans l'histoire de la démocratie, que ce soit dans la Grèce antique, dans la République de Venise, ce qui s'est passé en Irlande, ce qui s'est passé en Islande quand ils ont modifié leur constitution. Chaque fois qu'il y a une convention citoyenne de citoyens tirés au sort, c'est simplement pour acculturer la réforme, pour la discuter, pour la rendre accessible aux citoyens. C'est une sorte de filtre pour faire que les gens comprennent, s'approprient les sujets de manière plus concrète. Mais en aucun cas ce qu'a dit Emmanuel Macron, et c'est là le piège quand il a dit que ce serait appliqué sans filtre, parce que ce n'est pas le rôle d'une assemblée tirée au sort de produire de la loi. Le tirage au sort est toujours quelque chose qui aide la démocratie, surtout quand elle est en danger, surtout quand elle est en difficulté. Vous revendiquez le principe, mais vous êtes extrêmement dubitatif quant au début des conclusions, c'est bien ça? Voilà, et vraiment la marge, enfin dire dont le champ d'investigation a été mal cadré. Et vous reprenez aussi le titre de la notion de piège pour le président, on va y revenir largement. Olivier Babot, alors vous êtes consterné? Oui, moi je pense que quand on mettra les mauvaises idées sur orbite, la Convention citoyenne n'a pas fini de tourner, pour citer Audiard. Depuis le début, j'étais très hostile au principe, et beaucoup d'autres l'ont dit, ça procède quand même de cette idée-là qu'on va enlever les institutions traditionnelles, on va enlever les corps intermédiaires, et on va faire cette espèce, autour du mythe de la démocratie directe, cette relation directe entre le dirigeant et le peuple, entre guillemets, comme s'il y avait un peuple. Ils sont évidemment les gilets jaunes, hein. Malheureusement, c'est quand même le schéma. Est-ce que les gilets jaunes ont accouché des Khmers verts? Un petit peu, mais cette relation directe sans corps intermédiaires, c'est le schéma de tous les régimes populistes, hein, il faut quand même le dire. Après, on peut être un peu dubitatif, forcément, sur des biais de sélection qui peuvent exister. Quand vous acceptez par définition, c'est que vous êtes un peu plus engagé. Et puis après, on sait très bien que ce genre d'assemblée de gens qui, par définition, ne sont pas des experts, elle peut être manipulée de tas de façons possibles, ce qui peut expliquer le résultat quand même un petit peu surprenant dont accouchent les propositions, dont accouche cette assemblée. En quelques mots, surprenant en quoi? Qu'est-ce qui vous choque, vous, particulièrement? Ce qui est très surprenant, c'est non seulement les trous noirs, hein, dont Guylaine a parlé, évidemment, qui sont quand même un petit peu gênants, mais c'est aussi... de façon générale, pour dire la pensée au premier degré de ces propositions. C'est-à-dire des propositions qui vont être uniquement autour de l'objectif de réduire le CO2 tout de suite, sans prendre en compte les progrès technologiques, sans prendre en compte les conséquences économiques des actions. Il y a un choix décroissantiste assez fort qui est fait, qui est affirmé, et je ne sais pas si à un moment donné il a donné, s'il a été l'objet d'un débat à l'intérieur de l'Assemblée, si on a vraiment repoussé des options plus réfléchi, plus conséquentialiste. En tout cas, les conséquences sont, les propositions sont assez unilatérales de ce point de vue-là. Raphaël Legendre. C'est vrai, ce qui surprend dans les conclusions de ces travaux, c'est l'absence totale d'analyse économique des mesures qui sont annoncées. Alors, en ce sens, elle est assez, en réalité, représentative des Français. Les 150 tirés au sort sont assez représentatifs dans la mesure où on sent une vraie méconnaissance des enjeux économiques qu'il peut y avoir derrière. On a ce catalogue à la Prévert de 149 mesures, assez souvent très vagues, des pensées généralistes comme ça, mais qui n'ont aucun calcul du coût que ça peut apporter ou de l'avantage parfois derrière au niveau économique. Il faut quand même se replacer dans le temps. On est cette année face à une récession historique en France de moins 17%. On n'a
jamais vu ça. On va avoir une augmentation de 80% des défaillances d'entreprises probablement d'ici la fin de l'année. C'était pas leur problème, Raphaël Entre Legendre. 250 et 800 000, mais on ne peut pas penser hors sol. Sinon, les conclusions de ces travaux n'ont pas de sens. N'ont pas de sens et n'ont pas de valeur en réalité. Et on l'a bien vu dès ce week-end, cette convention, elle est mortenée. Vous avez vu l'accueil réservé aux conclusions des travaux. Entre, alors la semaine de 28 heures, avec augmentation généralisée. Ça, ils l'ont pas retenu, ils l'ont pas voté. La seule proposition qui, heureusement, ils n'ont pas retenu, mais qui a fait grand bruit et qui a tout de suite catalogué le registre politique de cette convention. Mais vous rajoutez la limitation à 110 km/h sur l'autoroute, l'interdiction de publicité pour les SUV. Enfin, on voit bien qu'on est sur deux grandes thématiques qui sont taxées ou interdire, et qui sont totalement en décalage par rapport au momentum économique du pays. Est-ce que, comme le suggérait Olivier Babot, en dépit des précautions qui ont été prises pour les sélectionner, vous pensez qu'il y a un biais? C'est-à-dire que, parce que ça a été dit assez tôt, ça, de dire finalement, ne vont y aller que ceux qui sont déjà motivés pour le faire, sous-entendu, qui ont un engagement... Peut-être des activistes, ça je ne suis pas tout à fait sûr. Parce que moi j'en sais rien. On peut leur accorder le bénéfice du doute. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas pensé hors sol. Ça a été encadré quand même, cette convention. Oui. Vous avez eu 140 experts qui étaient là pour les encadrer. Vous avez un comité de gouvernance, des experts techniques, des experts juridiques, des experts, des professionnels de la délibération. Est-ce qu'on leur a bourré le mou? Est-ce que c'était univoque? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que les intervenants étaient équilibrés? Il y a quand même un ensemble de choses. Moi, j'aurais envoyé Olivier Babot. Non, parce que c'est vrai que quand on prend les mesures qui touchent, par exemple, la voiture, on se dit, mais on oublie que la mobilité, c'est la moitié de l'activité humaine. Non, mais la moitié de l'activité humaine et économique, dans tous les sens du terme, qu'on appelle ça un avion, une voiture, un vélo, quoi que ce soit. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, en effet, on a l'impression que c'est... Et donc, des millions d'ouvriers, des gens qui travaillent, la bagnole, c'est fou. Et on a oublié une partie de la population. C'est évident que certains experts ont d'abord beaucoup plus la parole que d'autres, et on le voit dans le résultat et les conclusions de ces travaux. Et puis, il y a une dialectique qui s'est instaurée. Alors, ils semblent plutôt contents du résultat, hein, les membres de la Convention citoyenne. Ils expliquent qu'ils n'ont pas eu l'impression d'être instrumentalisés. Ils veulent pas se dissoudre. Donc. Mais déjà, et ils veulent même aller un peu plus loin puisqu'ils ont créé cette association des 150. Mais il y a eu un ping-pong entre les experts, les sachants et les citoyens qui ont réfléchi autour de ces thématiques qui ne sont pas toujours faciles. Je veux dire, c'est des enjeux extrêmement complexes, hein, d'allier économie et protection de l'environnement, et décider en 8 mois, en plus avec un confinement au milieu, en 7 sessions seulement, dont la première et on se rencontre, on voit qui on est, quels sont les sujets, et la dernière, on fait le tri, ça laisse que 5 sessions pour réfléchir à des thématiques très compliquées. C'était très difficile d'arriver à quelque chose de probant. Alors poursuivons maintenant avec le 110 km sur autoroute. Ceux qui sont descendus dans la rue pour le 90 km/h passé à 80 sur nos routes nationales et la taxe carbone sur les nationales apprécieront une vraie machine à fabriquer du gilet jaune. Alexandre Guetta. C'est probablement la mesure qui divise le plus. Passer de 130 à 110 km/h sur autoroute. Une proposition qui n'a pas fait l'unanimité au sein même de la Convention citoyenne pour le climat. Adoptée tout juste avec 60% des voix, la mesure fait aussi déjà débat chez les automobilistes. On culpabilise toujours les automobilistes, on leur dit que c'est toujours eux, c'est toujours la voiture qui pollue. On passait de 130 à 110, je ne sais pas si ça va vraiment régler le problème. Ça peut être quelque chose d'intéressant, une piste à explorer. Après, le seuil de vitesse, bon, ça sera à définir par le pouvoir législatif. Pour moi, c'est évident. On diminue et la pollution et surtout les morts sur la route. Pour moi, ce serait ce qui motiverait mon accord par rapport à cette nouvelle mesure. C'est de la démagogie pure et simple. C'est dans la droite ligne de la bonne pensée qui satisfait la philosophie des bien-pensants. Les défenseurs de cette mesure estiment qu'à terme, cette réduction de vitesse permettrait de diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur les autoroutes de France. Si Elisabeth Borne, la ministre des Transports, s'est dit à titre personnel favorable à une telle mesure, son secrétaire d'État chargé au transport a lui été plus nuancé, proposant de consulter la population sur une question aussi clivante. C'est ce que j'ai vécu comme député sur les 80 km/h. Les gens disaient c'est une mesure de sécurité routière, certains disaient oui, certains disaient non. D'autres disaient c'est pertinent sur le plan écologique, certains disaient oui, certains disaient non. Et d'autres disaient vous restreignez mes libertés, c'est insupportable. D'autres disaient l'inverse. Donc c'est un beau sujet politique, ce n'est pas qu'une mesure administrative. Et c'est pour ça que je pense que c'est un des sujets qui possiblement pourrait trouver à s'insérer dans un référendum.
Outre l'Allemagne, où certaines portions d'autoroutes restent encore sans limitation, de nombreux pays ont décidé eux aussi de réduire la vitesse maximale sur voie rapide. Elle est de 120 km/h en Espagne par exemple, 110 km/h au Royaume-Uni, en Suède ou encore en Norvège. Et depuis quelques semaines, aux Pays-Bas, interdiction de dépasser les 100 km/h en journée pour des raisons écologiques. Alors la France peut-elle franchir le pas ? Le gouvernement n'a assurément pas oublié les conséquences de la limitation de vitesse à 80 km/h. Une mesure rejetée à l'époque par 8 Français sur 10 et dont le mouvement des Gilets jaunes s'était emparé comme un symbole pour contester l'action de l'exécutif. Et Éric de Caumont, je me tourne une première fois vers vous dans cette émission. Évidemment, je souhaitais éventuellement faire sourire, mais on a l'impression qu'on a réinventé. Cette convention est née du mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, c'était une des réponses qu'on y a apportées. Oui. Et elle revient avec une véritable machine à refoutre les Gilets jaunes dans la rue. Et à prendre des claques, oui. C'est que... personnellement, ne me demandez pas de psychanalyser ceux qui ont fait ça, ni ceux qui se sont exprimés dans cette convention. Ce que dit très bien votre journaliste, déjà, c'est que moi, j'ai vu une douzaine de mesures qui concernent les déplacements, pas seulement l'automobile, l'avion, le train, etc. Voilà, au sens large. Et de toutes les mesures, c'est de très loin, puisque toutes les autres mesures, c'est entre 86 et 98% d'approbation au sein même de la Convention. Là, on est à moins de 60%. Donc c'est la seule qui a failli être rejetée par les votes. Bon, ça dit déjà quelque chose, surtout si on se pose la question de savoir si ces gens qui sont des volontaires, sans doute peut-être plus sensibilisés à l'écologie que le français lambda, se représentent vraiment la totalité des Français. Moi, je pense que, de même qu'il y avait 80% de Français qui étaient contre le 80 km/h, je pense qu'il y a une majorité de Français qui est contre le 110 km/h, comme étant effectivement une mesure, au départ, attentatoire aux libertés, mais qui n'a aucune utilité. Parce que ça sert à quoi ? Ça sert à moins polluer. Bien. Alors déjà, les ingénieurs vous diront, attention, il y a des moteurs qui sont plus... Oui, tous les moteurs Tout dépend du véhicule, du moteur, comment il a été calibré, comment il a été programmé, on a l'air de l'électronique. À l'heure actuelle, c'est pas du tout sûr qu'il y ait une différence notoire. Mais même à supposer qu'on écoute ce que disent les experts qui ont été entendus et qui parlaient de 10 à 15% d'émissions polluantes en moins, vous remarquerez que dans le communiqué de la Commission, on est passé à 20%. Je ne sais pas comment ils ont fait pour entendre des experts et passer à 20%, mais peu importe. Il y a une vérité mathématique, avant même de s'occuper des conséquences économiques de ce bridage. C'est que si vous roulez à 110 au lieu de 130, vous roulez 15% de temps plus, 15% de temps en plus. C'est-à-dire que si vous économisez 15% d'émissions polluantes, ça tombe bien, vous en produisez 15% de plus, match nul. Résultat des courses, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, vous ne gagnez rien en termes de pollution. Des études très sérieuses au niveau de l'Île-de-France ont démontré qu'on était plutôt dans les 2, 3, 4% de gains quand on faisait ce genre de diminution de 1 km/h. On a eu l'occasion, vous savez, quand il y a des phénomènes polluants, de pouvoir c'est moins observer. 20 km/h, et donc il y a des statistiques sérieuses qui sont faites. Et en l'occurrence, ça ne rapporte pas grand-chose au niveau de la pollution en moins, mais quand vous avez 15% de circulation en plus, de toute façon, vous avez un solde qui est négatif. Je ne vous parle pas de la sécurité routière, on y reviendra si vous voulez, mais c'est une pitrerie, ça n'a aucun sens. Olivier Babot, sur cette histoire du 110. Sur le 110 km/h, le commissaire général au développement durable avait fait une étude et avait conclu que le coût pour l'économie, ce serait 550 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que vous avez du temps perdu essentiellement. Il faut savoir que c'est un peu comme la rapidité de la monnaie qu'augmente la masse monétaire, et des échanges de la monnaie, pardon de cette remarque d'économiste, et de la même façon, quand vous circulez plus, il y a plus d'affaires, il y a plus d'activité économique. Donc ça, c'est aussi vrai. Il faut aussi dire qu'il faut se rendre compte que l'émission moyenne des voitures neuves a baissé de CO2 a baissé de 34% depuis 1996. En réalité, il y a des grands progrès technologiques. On a des vrais chiffres là-dessus, parce que on sait quand même que les constructeurs, excusez-moi, nous ont baladés avec leurs émissions. On peut se poser des questions. Il y a peut-être des débats d'experts, mais enfin, les voitures neuves qui se vendent en France, leur émission moyenne de CO2, en grammes de CO2, elle a baissé de 34% depuis 1996. Et de façon générale, ça nous permet de dire que probablement les propositions, elles ne sont pas vraiment à l'échelle. C'est-à-dire que la France, elle a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 18%.
depuis les années 90, alors que le monde les a augmentés de 62%. Oui, vous nous dites le qu'on vrai a 66 problème, millions de Français dans une planète où on sera bientôt 10 milliards. Et voilà, ça n'a pas de le sens. vrai problème, c'est qu'on risque, c'est un peu comme dans Sade et les infortunes de la vertu, vous voyez, la prospérité du vice et les infortunes de la vertu, c'est-à-dire que nous, on va être les seuls vertueux à porter le cilice et à se flageller et à rentrer à l'âge, au 19e siècle, y compris agricole, parce qu'on nous vend aussi derrière aussi le retour au champ façon révolution, un grand bond en avant de Mao, hein, parce que tout ça, c'est un ensemble idéologique qui est assez cohérent, en fait, qui veut choisir la décroissance contre la croissance et qui est en fait une action contre notre modèle de civilisation et l'économie de marché, en réalité. La réalité, c'est que derrière, le vrai problème, c'est que le reste du monde, il marche complètement dans un autre sens. Et je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Voilà. Non, mais vous nous dites que, donc, parce que j'utilisais avec un peu d'humour l'expression en début d'émission, vous nous dites qu'on nous a rendu une convention, enfin un Khmer vert d'une certaine façon. Oui, alors j'aime pas cette expression parce qu'elle est peut-être un peu caricaturale. Alors parfois je l'emploie parce que je la trouve un peu forte, mais je crois très très fermement que on a la réactivation de vieux projets collectivistes, de vieux projets anticapitalistes, aussi d'anticonsumérisme à travers sous couvert de protection du climat. Et on voit bien que très souvent le nucléaire n'est pas la question. Il y avait d'ailleurs une interview assez étonnante d'une participante qui avait censé avoir été formée de la Convention citoyenne qui expliquait qu'il fallait enlever le nucléaire pour décarboner l'économie, alors que c'est évidemment ce qui produit l'énergie le moins carboné, et qu'il fallait utiliser les énergies renouvelables parce qu'elles étaient pilotables. Alors, ce qui est le contraire, elles ne sont pas pilotables et c'est tout leur problème. Donc peut-être que la formation a posé un petit problème de biais. Il faut se mettre en accord avec ces arrière-pensées, parce que ça fait plusieurs fois depuis le début de l'émission que vous suggérez l'idée que finalement, il faut que je choisisse les mots que j'emploie. Il n'était pas qualifié pour faire ce travail. Et j'ai envie de vous dire, on repart là encore aussi dans les Gilets jaunes. Est-ce que les sachants, ceux qui ont des connaissances, ceux qui travaillent sur ces questions depuis toujours, ont un avis qui n'est pas celui d'une partie des Français qui se sont exprimés dans cette convention, et vis-à-vis desquels il faut s'exprimer, j'ai envie de vous dire, même nous, avec respect, mais en osant dire aussi la vérité de ce qu'ils peuvent comprendre ou non, ce à quoi ils peuvent accéder ou pas, ou des informations qu'on leur a données. Vous soulevez cette question ? En faisant, c'est pourquoi le principe depuis le début était mauvais. On a flatté, vous savez, cet effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger sur les réseaux sociaux, qui fait que moins on connaît un sujet, plus on est persuadé qu'on le connaît. Et il faut dire qu'un des grands mal de notre temps, c'est justement cette idée que toutes les paroles se valent, que l'opinion vaut avis et quasiment vaut savoir, et qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie entre les savoirs, entre des experts qui, oui, au bout d'un moment, parce qu'ils ont fait des études et qu'ils ont beaucoup d'expérience, c'est vrai, en savent un peu plus. Oui. Et l'homme de la rue qui, en quelques week-ends et en quelques heures de formation, par certains formateurs, vont pouvoir en savoir plus. Et je pense que cette convention, elle a flatté cette idée qui me paraît terrible pour tout notre système politique. Guélène Tenemer ? Oui, je pense que c'est pas parce qu'on a eu un panel représentatif qu'on a une représentation des idées du pays. C'est-à-dire que là, effectivement, on a sûrement quantitativement beaucoup plus de CSP- que de CSP+. On a beaucoup de personnes qui sont moins diplômées qu'on en a, effectivement, dans une assemblée représentative, où on a une sorte de pyramide sociale. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas le droit de parler, mais justement, ces conventions citoyennes, dans l'histoire de l'humanité, que ce soit, je veux dire, dans la Venise ancienne, dans la Rome, pas à Rome, mais dans la Grèce antique, on faisait appel aux citoyens justement pour contourner la corruption, pour tempérer, mais ça n'a jamais été un outil de décision. Maintenant, outil de décision. Voilà, maintenant, tout ce qui a été dit par cette convention citoyenne reflète quand même l'état d'esprit français. Moi, je suis pour l'écologie positive. Je dis, on pollue beaucoup, pollue un petit peu, moins. C'est bien, mais c'est pas très intéressant. 5%, 10% de moins. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on rentre dans un cercle vertueux où on ne pollue plus. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse beaucoup plus qu'on me invente la voiture à hydrogène de demain qui ne produit pas de pollution et qui, en plus, a des rejets très limités, contrairement à l'électrique. Ça m'intéresse. Mais comment on fait que la filière bois permet de faire aujourd'hui des tours qui sont beaucoup moins polluantes que le béton? Et ça, comment on fait? Comment on y arrive? Ça m'intéresse. Comment on fait du ferroutage? Parce que plutôt que de baisser la vitesse des voitures, il faudrait peut-être supprimer ce cortège de camions qu'on voit sur nos autoroutes, voilà, où on traverse abondamment notre pays, du nord au sud, à moindre coût, en polluant. Et voilà, et on ne fait rien. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur des choses
positif, qu'on appelle l'écologie positive. C'est le New Green Deal. Le New Deal Green. Voilà. Ça, c'est des choses intéressantes parce qu'on se projette dans un autre monde. Mais aller juste se rétrécir, aller supprimer un tout petit peu de ceci. Alors, on va manger 20% de viande. Comment on va avoir des tampons pour savoir combien on a mangé de viande? Simplement augmenter de tant %. Oui, carrément mettre en route une filière bio dans les grandes entreprises de restauration collective. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'était un peu, vous savez, dans l'écologie, il y a ceux qui veulent revenir au monde ancien, et puis ceux qui disent c'est l'occasion d'une transformation vers un monde nouveau. Voilà, et j'ai l'impression que quand même, là, dans cette convention citoyenne, ils étaient un petit peu dans il faut arrêter tous les outils modernes, polluants, on va revenir à l'alimentation de proximité. Voilà, c'est un peu timoré. Je veux dire, on n'a pas l'impression de gens audacieux qui affrontent le monde de demain avec optimisme. Une réaction, on découvre notre troisième reportage. Non, mais c'est quand même un rebours par rapport à toute l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on est en train de soumettre l'homme à l'environnement. C'est-à-dire que c'est presque une religion divinatoire où l'homme doit se rétrécir et se rabaisser face à l'environnement. Et ce qui est très dommage là-dedans, c'est que pourtant il y a de vrais sujets très importants. Je veux dire, on ne va pas nier le réchauffement climatique. Il y a des enjeux énormes, mais on passe complètement à côté des grands enjeux, justement. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire. Le CO2, il ne s'arrête pas aux frontières de la France. Et comme bien souvent dans les débats français, malheureusement, on a tendance à se regarder le nombril. Mais le vrai sujet, il est international. Vous prenez la Chine et les États-Unis, c'est plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et effectivement, ils se posent beaucoup moins de questions là-bas. Pourtant, ils sont limités à 90 km/h, les Américains. Oui, et les émissions augmentent année après année. Et la Chine replante une forêt de 85 000 km². Non, ils ont pris conscience, ils ont des solutions positives. Ils polluent beaucoup, mais sont en avance sur l'hydrogène. Ils viennent d'inventer un tracteur qui fonctionne à l'hydrogène et qui va être téléguidé par la 5G, qui est absolument incroyable. Ils ont des trains électriques qui viennent de passer les 600 km/h. Et ils ont comme ça des innovations qui, effectivement, vont transformer le monde et un peu plus visionnaire que réduire de 20 km/h la vitesse sur les autoroutes. Alors pendant ce temps, Anne Hidalgo, elle met du vert fluo dans sa campagne électorale municipale. 30 km/h généralisé dans Paris et ceinture verte avec passage piéton sur le périphérique. Jérémy Normand. C'est un axe indispensable pour les 1 200 000 automobilistes qui entrent chaque jour dans la capitale. Le périphérique, nouveau terrain d'affrontement entre les 3 candidates à la mairie de Paris. Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn. Ça va? Bonjour. Salut. À 6 jours du vote, la maire sortante Anne Hidalgo a nettement durci ses propositions pour chasser la voiture de la capitale. Si elle est réélue, le périphérique perdrait la plupart de ses voies au profit des vélos, des bus et des taxis. La vitesse serait abaissée de 70 à 50 km/h. La maire sortante promet même d'y planter 100 000 arbres et d'installer à terme des passages piétons à travers la route. Certains voudraient faire croire que finalement la ville devrait encore se construire autour de la voiture individuelle, thermique, polluante. Nous le savons, ce n'est pas ce modèle-là que nous voulons, que la majorité des citoyens veulent. Il n'y a pas une ville au monde qui est attractive en fondant son modèle sur le tout voiture. Après avoir supprimé des axes routiers pendant le confinement, Anne Hidalgo souhaite freiner un peu plus les automobilistes qui oseraient encore rouler dans Paris. Ce sera désormais 30 km/h maximum. Un discours anti-voiture de plus en plus assumé, notamment après l'alliance renouvelée entre la maire sortante et les écologistes. Arrivée en tête du premier tour, Anne Hidalgo est talonnée par Rachida Dati et Agnès Buzyn. En 4e position, le candidat écologiste a depuis rallié la maire sortante. Désormais, Anne Hidalgo file en tête avec 45% des intentions de vote, loin devant la candidate des Républicains à 34% et Agnès Buzyn à 18%. Vous pouvez mettre du gel, s'il vous plaît. Après 3 mois de silence, Un immense embouteillage dans Paris, voilà. la candidate En Marche tente de réapparaître dans la campagne, mais elle peine à convaincre après ses regrets exprimés en pleine épidémie. Elle se retrouve aujourd'hui contrainte de se positionner par rapport à la favorite. Je ne suis pas une idéologue, je veux du vélo,
mais je veux des transports diversifiés, je veux plus de transports en commun et je veux de la voiture propre. Je veux pas de voiture, je veux de la voiture propre. De son côté, Rachida Dati veut croire en sa chance face au rejet suscité parfois par le tout vélo d'Anne Hidalgo. Non, c'est pareil, il faut voter pour nous. Voilà. 19 ans que la capitale vote à gauche. Qu'à cela ne tienne, la candidate des Républicains veut parler propreté et sécurité aux électeurs. Quand vous traversez un endroit qui est sombre, vous n'êtes pas en sécurité. Et donc, tout ça est lié. Et moi, je veux bien qu'on parle d'environnement. Mais quand une ville, quand il n'y a pas d'hygiène, et la crise sanitaire l'a démontré, on ne peut pas parler d'environnement. Moi, je veux bien qu'on mette des pistes cyclables. Mais quand les chaussées et les trottoirs sont défoncés, on ne peut pas parler effectivement de pistes cyclables. Au lendemain de la crise sanitaire, les 3 candidates ont chacune revu leur copie pour convaincre une population de plus en plus sensible aux enjeux écologiques. Je pense qu'il faut s'arrêter, il faut toujours faire des choix, mais sur l'histoire du périphérique, parce qu'elle est centrale. Est-ce qu'il est, j'ai même envie de vous dire, légal de pouvoir engager de telles mesures que celles présentées par Anne Hidalgo pour un périphérique qui est un bien qui concerne, j'ai envie de vous dire, l'entièreté de l'Île-de-France, une bonne partie des Français qui y passent et la moitié de l'Europe qui l'utilise pour traverser l'Europe. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement, mais même un problème démocratique là sur le je parle bien du périphérique. D'abord, c'est typiquement un raisonnement. On en parlait pas plus tard que tout à l'heure d'écologistes Khmer Vert ou d'otages des écologistes, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit en l'occurrence, à savoir le reste du monde, je m'en fous. J'ai décidé que j'allais faire un Luna Park de ma ville et qu'on va tous se balader entre copains cyclistes et que le reste, ce n'est pas notre problème, c'est-à-dire les conséquences pour l'Île-de-France, parce que Paris n'est pas une île. Il y a effectivement beaucoup de monde autour qui est impacté et qui d'ailleurs est directement concerné par ce périphérique. Et justement, le périphérique, c'est pas comme le boulevard Rivoli, ça dépend pas que de Madame Hidalgo ou de sa successeuse. En l'occurrence, c'est quand même quelque chose, c'est une voie de déplacement régionale. Oui, oui, oui. Bon, vous me direz, les voies sur berge l'étaient aussi, mais elles dépendaient de l'autorité unique de Madame Hidalgo, qui ne s'est pas privée pour en faire ce qu'elle a voulu, alors même que les maires des communes adjacentes se plaignaient énormément des conséquences pour leur pollution et leur circulation. On a bien entendu que le secrétaire d'État au transport, visiblement, ne tenait pas pour acquis qu'une mesure de ce type puisse être mise en place du jour au lendemain. Enfin, là, pour le coup, on est d'accord. C'est dommage, ça serait amusant. Là, ça pose une vraie question démocratique. Ça pose une question démocratique. Elle n'est pas propriétaire du périphérique parisien, Hidalgo, que je sache. C'est toujours la méthode Hidalgo. C'est-à-dire, je rentre comme un bulldozer dans le système. Il est vrai que toutes les études faites par les urbanistes, etc., pensent que cette espèce de barrière du périphérique, vous vous souvenez de Gaspard Ganzer pendant la campagne qui dit qu'il voulait supprimer le périphérique. C'est une barrière entre les communes limitrophes et Paris qui ne sont pas... c'est pas souhaitable. On ne pourra régler les problèmes de Paris, notamment en termes d'habitat, en termes de circulation, qu'en discutant avec les communes autour. Bien sûr. Voilà. Donc ce périphérique qui date des années 60 doit être revisité. Et d'ailleurs, toute la circulation régionale, mondiale, doit passer loin de Paris. Donc tout ça peut se discuter. C'est la façon dont elle le fait qui est tout à fait inacceptable, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui doit être discuté avec les communes limitrophes, les présidents de région, etc. Mais ce qui est très hypocrite chez Anne Hidalgo, parce que moi, je ne suis pas contre une ville avec moins de voitures, c'est l'histoire. Oui. Mais par exemple, elle ne fait rien pour les cars. On a des cars polluants, pas en ce moment, puisqu'il n'y a pas de tourisme, mais normalement, à cette époque de l'année, vous avez 60 cars devant Notre-Dame, vous avez 60 cars devant la Tour Eiffel, vous avez 60 cars devant le Moulin Rouge, qui évidemment mettent la climatisation à fond, et personne ne verbalise, et c'est très bien, parce que ça apporte des sous à la capitale, et des redevances, etc. Et le citoyen, pendant ce temps-là, on dit, les enfants ne doivent pas sortir dans la cour pendant la récréation, parce qu'aujourd'hui, c'est un pic de pollution. Puis à côté, il y a 60 cars qui tournent... Vous voulez dire que c'est l'hypocrisie totale ? Totale. Je veux dire, c'est très politique. La vision globale, elle a décidé de carrément servir la gauche et les écolos, sur le plan social en faisant du logement social, et les écolos en faisant du tout vélo, etc., du tout piéton. Et d'autre part, c'est une vision complètement caricaturale. Je veux dire, il faut être modéré en tout, il faut toucher sur tous les pions. On ne peut pas dire su aux voitures des particuliers et bravo les cars. On ne peut pas dire attention les vélos et ne pas s'occuper aussi du transport, notamment des bus qui, en certain nombre,
pollue encore largement. On devrait déjà être au quart à hydrogène, comme dans certaines villes du monde. Demandez-vous combien la ville de Paris a de bus électriques, ou encore moins à hydrogène. Bon, parce que ça, c'est un élément qui serait... Si vous posez la question, c'est que vous avez la réponse, je vous connais. Vous m'avez percé à jour, monsieur. Alors dites-nous. C'est dérisoire, c'est totalement dérisoire. Madame Hidalgo et monsieur Delanoë, c'était le paradis avant Madame Hidalgo. Ça fait 6 ans qu'elle est au pouvoir. Bon, je veux dire, au bout de 6 ans, on pourrait se dire, ça y est, on va avoir que des bus électriques, de même qu'on a le tout vélo, le ceci, le cela. Toujours pas, bien entendu. Et c'est ça le drame de tous ces doctrinaires. Et encore une fois, je tiens à dire quelque chose très clairement. Je suis comme Clémenceau. Je pense que l'écologie est quelque chose de terriblement et de beaucoup trop important pour la laisser à des écolos. Bien. Donc, je pense que l'écologie est très importante. Le drame de tous ces doctrinaires, c'est qu'ils imposent et ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. Moi aussi, je préfère qu'on prenne des transports en commun. En ce moment, avec la Covid, c'est une autre histoire. Mais je préfère qu'on prenne des transports en commun plutôt que de s'embouteiller mutuellement avec des voitures qui polluent peu ou prou. Oui. Le tout, c'est de proposer des offres alternatives. Et ça n'avance toujours pas. Olivier Babot. On parlait de barrières, mais c'est pas parce que vous enlevez le périphérique que vous enlèverez la barrière, parce que si vous n'avez pas la mobilité... En fait, la question qui se pose, c'est peut-être celle maintenant de la pertinence, de la taille de Paris comme ville et comme endroit où vous allez pouvoir décider de façon autonome, parce que c'est une taille relativement réduite. Et les gens qui se présentent, ils ont une logique électorale, je veux dire, qui est tout à fait fondée. Les Parisiens se sont rendus compte que sans touristes et sans banlieusards, Paris, c'était génial. Oui. C'est super. Vous êtes entre vous, c'est sûr que quand vous êtes dans le Marais, c'est hyper sympa, vous baladez à vélo, vous allez voir un copain à 300 mètres, c'est possible. Mais quand vous habitez à Étampes et qu'il va falloir venir tous les jours, que vous allez travailler dans Paris, parce que votre travail, il est là, c'est comme ça, vous ne l'avez pas choisi, forcément vous n'êtes pas payé des 1000 et des 100, ça vous coûte de venir, vous ne faites pas 2 heures de bagnole par plaisir, vous le faites parce que vous avez constaté que le RER, il ne fonctionne pas, qu'il est vieillot, qu'il n'y a pas d'investissement, et que depuis longtemps, il n'y a pas d'offre alternative. Et que la réalité, c'est qu'en fait, cette politique, alors évidemment, c'est bien le vélo, évidemment, c'est très sympa, c'est quand même la politique des cafés et des mecs qui sont plutôt bien logés dans Paris. C'est une politique extrêmement inégalitaire qui fait que les gens plus modestes, en général ceux qui ne sont pas dans Paris, vu le prix de Paris, les personnes âgées aussi, ont de plus en plus de mal à venir dans Paris et à y vivre. Donc en fait, c'est une sorte d'élitisme et d'exclusion qui se fait, d'ailleurs c'est très marrant, au nom de l'inclusion. Plus on parle d'inclusion et en général, moins ça arrive. Voilà. Le résultat, c'est 12 000 personnes qui quittent Paris chaque année. Quand même, ce type de politique, c'est évident. Et le gros problème, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut limiter la pollution. Il faut peut-être rappeler que quand même la pollution a nettement baissé à Paris et en Ile-de-France depuis ces années. Je conseille à tout le monde d'aller sur le site de Airparif. Oui. Vous avez des cartes formidables, différentes pollutions, et vous cliquez sur les années, et vous verrez que l'air à Paris est bien meilleur aujourd'hui que ce qu'il n'était il y a 10 ou 15 ans. Et 2, c'est le déséquilibre. Effectivement, Anne Hidalgo, pour des raisons politiques très claires, elle vient de s'adjoindre le soutien de David Béliard, mais tape comme une forcenée sur les automobilistes, très bien. Quand est-ce qu'on parle des solutions alternatives ? C'est-à-dire que vous avez quand même des centaines de milliers de personnes, des millions de gens qui transitent par Paris chaque jour, mais à ce moment-là, parlons de l'entretien du réseau francilien qui est absolument catastrophique. Où sont les parkings géants qu'on pourrait mettre autour de Paris pour amener les franciliens travailler, les amener à leur travail, comme on peut le voir à Bordeaux par exemple, où tout ça fonctionne très bien, où tout le monde est très content. Ces projets-là, on n'en parle absolument pas. On est dans une politique punitive, qui veut se débarrasser de la bagnole à tout prix, avec des slogans plutôt électoralistes, parce que pour l'instant, je pense qu'on n'est pas prêt de voir la modification de la ceinture, du périphérique. Les projets sont à moyen, voire très long terme, et effectivement, il faudra mettre tout le Grand Paris ensemble. C'est un marquage politique, c'est un marquage politique. C'est effectivement une provocation, plus exactement, c'est une décision politique. On a décidé d'aller chercher son électorat. Et le ralliement des écolos, ça a un prix quand même. Il faut savoir verdiser encore un petit peu plus le programme. Et c'est très clairement un discours qui est postérieur à l'accord assez récent avec les écologistes qui ont espéré au début qu'ils arriveraient à la suite de ce qu'ils avaient fait aux européennes devant la maire sortante qui n'était pas très 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 bien vue, il faut le dire, par les Parisiens. Et qu'ils allaient donc pouvoir prendre la ville comme à Grenoble. Ils ont échoué assez clairement et donc du coup, ils ont décidé de se vendre chèrement
Et le prix à payer, c'est ce genre de discours absolument délirant où effectivement on donne des gages aux écolos pour être sûr de garder toutes les voix des écolos et d'avoir une chance de passer avec peut-être 45% des voix. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de l'émission qui est intitulée Macron le piège vert, car c'est lui, le président de la République, qui va devoir quand même gérer tout cela à l'arrivée. À tout de suite avec nos invités.